BFM Politique avec BFM Business, Le Parisien, Edwige Chevrillon et David Doucan qui sont à mes côtés comme chaque semaine. Notre invité donc le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Je voudrais commencer, monsieur le ministre, avec les images qui ont marqué une partie de l'opinion. Hier, plusieurs milliers de personnes dans différentes villes de France. Manifestation contre l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale. C'est une polémique qui est née, qui est montée ces derniers jours très fortement. Comprenez-vous la colère et la peur de nos confrères vis-à-vis de leur liberté et sur le droit d'informer? D'abord, évidemment, il y a un débat public. Et les images l'illustrent. Il y a aussi un débat à l'Assemblée nationale. Vous avez vu que différentes sensibilités se sont exprimées. Mais il y a aussi, et ça vous ne le savez peut-être pas, des discussions au sein du gouvernement. Là, pour le coup, ce n'est pas public, mais ça existe. Moi, ma position, elle est très claire. Il n'est pas question d'interdire à des journalistes de filmer et d'informer. C'est trop important dans une démocratie. Je ne partage pas cette idée, qui d'ailleurs a été abandonnée, et je m'en félicite, de demander à des journalistes d'aller finalement se déclarer à la préfecture. En revanche, bien sûr, la protection des policiers, c'est aussi quelque chose qui me, vous le comprendrez, qui me préoccupe. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve un certain nombre d'équilibres. Quand on envisage de toucher à une loi, et au fond, les journalistes sont très émus, il faut les rencontrer. Et moi, on en parlera sans doute plus tard, pour mon article 24, l'article 24 de la loi de 1881, j'ai, avant toute chose, organisé une très large concertation avec les patrons de presse, les journalistes, les syndicats, les avocats spécialisés en matière de presse. Donc Gérald Darmanin aurait dû le faire, ce que vous nous dites. Il le fera demain, et puis nous sommes en première lecture, et puis il y aura un examen de ce texte au Sénat, et puis je le dis parce que c'est mon rôle, il y a aussi un garde des Sceaux qui est susceptible de dire un certain nombre de choses. Mais cet article, monsieur le ministre Éric Dupond-Moretti, 24 de la loi, la proposition de loi sécurité globale, il a été un petit peu réécrit. On a vu que le Premier ministre avait reçu les principaux acteurs de ce débat à Matignon. Et il y a cette notion d'intention. C'est de dire, on doit interdire la diffusion d'images dont l'intention est de nuire à un policier, à un gendarme, dans l'exercice de ses fonctions. Comment vous faites pour démontrer l'intention ? Mais d'abord, ne me demandez pas à moi comment je fais. Je vous redis que ce texte est en première lecture à l'Assemblée nationale, qu'il sera discuté au Sénat. Peut-être faut-il amodier un certain nombre de dispositions. Je vous le demande en tant qu'expert du droit. Vous êtes un expert de la loi. L'intention, c'est difficile à démontrer. Le droit pénal est d'interprétation stricte. Et on ne peut pas poursuivre en droit pénal français des gens pour une intention. Mais en réalité, pour un acte ou pour un fait. Voilà la musique, la petite musique du garde des Sceaux sur cette question. C'est pas une petite musique, c'est très clair. Vous considérez que l'intention n'est pas démontrable? Non, mais quand je dis c'est une petite musique, c'est une musique qui n'a pas été entendue publiquement, mais ça fait partie des choses que j'ai transmises et que j'ai dites et sur lesquelles les échanges je serai les échanges ont été tendus ou mais pas? Non, de ils quelle sont nature? pas tendus. Vous savez, on est dans le cadre de discussions, on partage. D'ailleurs, vous avez vu que le gouvernement a modifié un certain nombre de choses, a souhaité modifier un certain nombre de choses. Donc, on n'est pas sourd à ce qui se passe autour de nous. Et chacun s'exprime avec une sensibilité différente. C'est ça qui fait aussi la richesse d'un gouvernement. Donc cet article, il va être modifié de nouveau, en tous les cas, cet article 24. Madame, vous dites, c'est ce que vous laissez sous-entendre. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a un certain nombre de difficultés, vous les avez soulignées, que tout n'est pas encore terminé, qu'il y aura, je le sais, à partir de demain au ministère de l'Intérieur, une large concertation et que nous ne sommes pas figés sur des positions. Voilà. Alors vous avez votre propre article 24, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre de la loi de 1881, 29 juillet, qui garantit les libertés de la presse. Vous avez dit qu'il fallait changer. Alors en fait, c'est pas changer la loi de 1881, vous dites qu'il faut changer le code de procédure pénale pour en fait éviter que des non-journalistes puissent bénéficier des garanties apportées justement par cette loi de 1881. Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on appelle, qui décide, c'est un peu comme l'attention, qui décide qui est journaliste ou pas journaliste, et surtout, comment est-ce que vous pouvez nous garantir que vous n'allez pas toucher à la loi de 1881? Oui, madame. Oui, de façon très claire. J'ai rencontré, je l'ai dit, tout le monde. Ça a duré longtemps.
Et j'ai senti, mais je le pressentais déjà, que la loi de 1881 est un peu une vache sacrée, c'est une loi totémique. Les journalistes y sont extrêmement attachés. Elle a été faite pour eux, il y a de cela bien longtemps, pour les protéger et pour protéger la liberté de la presse. Qui protège les Français aussi. Et la liberté d'expression, qui protège les Français, qui protège la démocratie. Non, pardon, je fais la précision parce que c'est très important, Éric Dupond-Moretti, de ne pas penser que c'est une petite revendication corporatiste. C'est que ce droit est fondamental et protège l'ensemble des Français. Oh, vous voyez, moi, j'ai pas cru devoir le préciser parce que c'était acquis dans mon esprit. Je le fais pour ceux qui n'auront pas. Vous avez raison, les choses vont parfois mieux en les rappelant. Donc, j'ai rencontré tout le monde et on m'a dit, la loi de 1881, attention, n'y touchons pas. Sauf que il y a un certain nombre d'individus qui disent la haine en ligne. Et ceux-là, ils sont jugés selon les modalités de la loi de 1881. Vous savez, un directeur de publication le sait, que ça prend beaucoup de temps, que c'est une loi protectrice. Moi, je ne veux pas que les crapules soient protégés par cette loi qui est faite par les journalistes. Alors qu'a-t-on fait? On a décidé en réalité, et c'est à l'analyse maintenant du Conseil d'État, nous avons décidé que ceux-là seraient jugés selon d'autres modalités. Le texte, on n'y touche pas, et ils seront jugés, pour certains d'entre eux, dans le cadre de la comparution immédiate. C'est important. Le parent d'élève, par exemple, qui avait mis en cause Samuel Paty, entrerait dans cette description que vous donnez? Pourrait entrer dans cette, dans cette modalité procédurale particulière, mais on a prévu autre chose pour cela. Et j'y reviendrai dans un instant si vous m'y autorisez. Mais clairement, le jeune, on va le dire comme ça, qui diffuse la haine en ligne, aujourd'hui, il a la protection des journalistes. C'est quand même invraisemblable. Et il vient au fond se lever dans un texte qui, à l'origine, n'a pas été fait pour lui. Donc maintenant, il y aura Pharos, le pôle haine en ligne au parquet de Paris que je viens de créer, et possiblement comparution immédiate. Ça, je trouve que c'est parlant en termes d'exemplarité. Le problème, c'est la définition d'un journaliste. Non, c'est pas un problème. C'est une difficulté. Non, c'est pas un problème du tout. Je vais vous rassurer, je vais vous répondre. Comment définir le journaliste? Pas par la carte de presse, ça n'est pas suffisant, vous le savez. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas la carte de presse et qui sont journalistes. Ou des gens, je pense aux pigistes en particulier, qui viennent faire un article de presse, dans un journal par exemple, à la télévision, peu importe. Ceux-là doivent être protégés. Ce que l'on a retenu, c'est ce que l'on appelle, je ne veux pas être trop technique, la responsabilité en cascade. Mais soyez assurés, les uns et les autres, qu'aucun journaliste ne sera jugé dans le cadre d'une comparution immédiate. Quel que soit son statut. Alors, on avance sur le projet de loi confortant les principes républicains. Ça s'appelait à une époque projet de loi séparatisme. Bon, le mot a disparu. Admettons. Une question très concrète pour vous, Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce que nos préfets, dans nos départements, pourront faire une fois ce projet de loi adopté, qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui pour lutter contre le communautarisme, contre l'islamisme? Non, mais si vous m'y autorisez, je souhaiterais en revenir au périmètre qui est le mien et vous dire ce que j'ai fait au ministère de la Justice pour venir me greffer, sur ce projet de loi défense des valeurs de la République. Certainement, mais Monsieur le Ministre, nos concitoyens attendent ce projet de loi et il faut être concret. Mais je suis très concret. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer dans la lutte contre le communautarisme et l'islamisme? Je vais vous le dire. D'abord, à l'international, il ne vous a pas échappé que le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, ça n'est pas n'importe qui, demande, à la suite du discours du président de la République, qui avait été dans un premier temps dénaturé, il demande aux musulmans de France de se conformer aux règles de la République. C'est-à-dire que, grâce au volontarisme du président de la République, on commence à entendre à l'étranger la spécificité qui est la nôtre. Pas partout. La ministre des Droits de l'Homme pakistanaise, vous avez vu, a comparé Emmanuel Macron au régime de nazi. J'entends bien, ça ne m'a pas échappé, mais pour autant, il y a des progrès qui sont notables en la matière. Bon. Moi, ce que je fais, monsieur, avec d'ailleurs Gérald Darmanin, c'est que nous avons regardé les éléments factuels du dossier du malheureux professeur Paty. Et la question que l'on s'est posée est la suivante. Comment aurait-on pu intervenir plus vite? Vous savez, 32 attentats ont été déjoués dans notre pays. Et chaque attentat est un échec collectif. Mais il sert aussi d'expérience dont il faut se nourrir. Alors, on a créé 2 textes. J'ai créé 2 textes.
Et ça, pardon de vous le dire, mais c'est du concret. Le premier, c'est le délit de mise en danger par divulgation d'informations relatives à la vie privée. Je vous donne l'exemple. Je me suis fait contrôler par un keuf. Sa fille va à l'école Pablo Picasso par les réseaux sociaux. Ça tombe sous le coup de la loi. Ça manque dans le dossier du professeur Paty, malheureusement. Deuxième délit que j'ai créé, qui manque aussi, et que nous avons tiré de cette malheureuse expérience, c'est le délit de protection des agents contre les pressions de type séparatiste. C'est les menaces qui sont exercées sur le professeur pour ne plus qu'il professe les valeurs de la République. Ça, c'est du concret. Et ça fait partie de ce que le ministère de la Justice fait dans ce projet de loi. Ce sera désormais un délit pour un parent d'élève de dire « moi je veux pas que… » Non, pas moi je veux pas. Les menaces constituent un délit. Les intimidations, ce que nous avons connu dans cette terrible affaire. Et puis, le ministère de la Justice s'intéresse aussi au droit civil. L'héritage, par exemple. Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, une fille n'hérite pas ce qu'hériterait un garçon à raison d'une loi qui nous est imposée et qui est une loi étrangère? Les biens qui se trouvent en France seront soumis à la loi française. Justement, Edwige. Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est pour lutter contre cette discrimination à l'héritage, polygamie, mariage forcé, certificat de virginité. Cette loi, elle renforce les droits des femmes. Est-ce que vous attendez au moins que cette loi, elle soit votée à l'Assemblée nationale, voire au Sénat, à l'unanimité? Est-ce que vous dites, là, au moins, il y aura un consensus national? J'espère. Il ferait beau voir que des députés nous disent qu'ils sont contre le fait qu'une fille hérite comme un garçon sur les biens qui se trouvent en France. Mais on ne peut jurer de rien, madame. Il y a un article, Éric Dupond-Moretti, qui pose question dans ce projet de loi, tel qu'on en a pris connaissance. C'est celui qui prononcerait une interdiction de paraître dans les lieux de culte pour un individu en cas de condamnation pour provocation à des actes de terrorisme, la discrimination, la haine ou la violence. On imagine donc le cas de quelqu'un qui est condamné pour ces faits-là. Il n'a plus le droit de se présenter à la mosquée, soyons concrets, pendant combien de temps? Est-ce que c'est toute la vie? On considère que quand on a purgé sa peine, on est encore empêché pendant quelle durée? Non, je vais vous dire ce qu'il y a pour surveiller de près les sortants de prison. Ce qu'il y a et ce que nous avons fait. Là encore, vous sortez un peu du périmètre qui est le mien. Oui, mais… Non mais attendez, pardonnez-moi, c'est pas tous les jours que je viens sur le plateau. Vous comprendrez que je préfère travailler sur mes sujets et que je préfère expliquer les travaux qui ont été les miens. Sur cette question des sortants, je vais vous dire, monsieur. Juste, alors pardon, je vous interromps un instant pour donner les chiffres. Parce que c'est un sujet qui inquiète nos concitoyens. 12 détenus condamnés pour terrorisme vont sortir d'ici la fin de l'année. 64 libérations prévues en 2021. Il y en aura 46 en 2022 et 33 en 2023. Ce sont les chiffres communiqués par Gérald Darmanin. Oui. Alors d'abord, on va dire aux Français qui nous écoutent qu'aucun de ces sortants ne sera laissé sans surveillance. Et ce, dès la première seconde de sa libération. On va dire aussi que les plus dangereux et ceux qui ont été condamnés aux peines les plus lourdes se verront imposer une mesure de rétention. Maintenant, les autres. Il y a deux types de surveillance. Une surveillance judiciaire qui est faite par le juge de l'application des peines antiterroristes. J'ai rencontré les JAPAT ces jours derniers et nous allons encore renforcer leur efficacité et leur efficience. Pardon, excusez-moi de vous interrompre à nouveau, monsieur le ministre, mais vous nous dites que ceux qui ont été condamnés à une peine les plus lourdes... Oui, l'assassinat par exemple. Voilà, tomberont sous le coup d'une rétention. Oui, bien sûr. Qui a été votée, qui est toujours en vigueur. Ce n'est pas nous qui l'avons votée, elle existe. D'accord, ça ne posera pas de problème de droit. Il n'y aura pas de... Et ça, c'est jugé, la constitutionnalité de ces textes qui n'ont pas été pris alors que j'étais au ministère, ni même sous la mandature d'Emmanuel Macron, ne pose pas de difficulté aujourd'hui. Bon. Et il y a ensuite, vous le savez, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance qu'on appelle les MICAS. Ça, c'est les renseignements qui travaillent, je le souligne d'ailleurs, avec le renseignement pénitentiaire qui a été
considérablement, comment dirais-je, renforcé, merci monsieur, sous la mandature du président de la République, et qui fonctionne très bien, en parfaite osmose avec les services de police. Voilà un certain nombre de choses que je veux vous dire. Mais je veux redire ici, et de la façon la plus claire, que ceux qui sortent ne seront pas laissés sans un double... Mais vous n'avez pas répondu, excusez-moi, je suis navré, je reviens très brièvement. Éric Dupond-Moretti, quelqu'un a purgé sa peine, il n'a plus le droit de se présenter à la mosquée pendant combien de temps ? Monsieur, d'abord, vous allez tellement vite. C'est ce que nous lisons dans vos déclarations. Dans mes déclarations, je voudrais vous... De vous et de M. Darmanin. Pardonnez-moi. De vous et de M. Darmanin. Vous avez fait une interview ensemble. Mais d'accord. Mais demandez sur cette question précise à M. Darmanin. Attendez, monsieur, les débats parlementaires. Les parlementaires ne sont pas des godillots. Les textes peuvent être amendés, peuvent être discutés. Et là encore, monsieur, le garde des Sceaux dira ce qu'il a à dire le moment venu. Éric Dupond-Moretti, reste avec nous. Ici, dans un instant, on fait la loi, on peut la critiquer. Dans un instant, on poursuit cette émission. Et vous allez pouvoir échanger là-dessus avec David Doucan en antenne, évidemment. Dans un instant, nous allons poursuivre cette émission en parlant notamment de la médiatisation des procès. Dernière en date qui a marqué l'opinion, c'est le procès d'Aval. Le verdict a été connu hier soir. À tout de suite. Le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est l'invité de BFM Politique ce midi. Éric Dupond-Moretti, hier soir, Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de réclusion, reconnu coupable du meurtre de sa compagne, Alexia Fouillot, par la cour d'assises de Haute-Saône. Un procès qui a été très suivi par les médias, du coup par les Français. Je sais que c'est un sujet, j'allais dire, qui vous irrite, ou en tout cas qui vous intéresse. Pourquoi ? D'abord, vous savez, j'ai entendu... la famille d'Alexia hier s'exprimer et dire que, au fond, la justice avait fait son travail. J'ai entendu la défense dire la même chose. Et la définition d'un grand procès, c'est un procès dans lequel toutes les parties se retrouvent enfermées d'une certaine façon. Et de cela, je me félicite. Je ne ferai bien sûr aucun autre commentaire, vous le savez, sur la décision. Alors, j'ai regardé l'ultra-médiatisation de cette affaire, elle m'a parfois dérangé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous avez un procès et vous avez une retranscription qui est postérieure. Le lendemain, vous lisez dans la presse les comptes rendus. Ça, c'est la justice traditionnelle. Là, il y a deux procès qui se sont ouverts en parallèle, si j'ose dire, un procès médiatique et le vrai procès. Ça m'a gêné. Pourquoi ? Ça m'a gêné parce que le président de la cour d'assises fixe un calendrier. Et je trouve qu'il n'est pas tout à fait normal que des jurés, et moi je ne pense qu'à eux, aient eu connaissance d'un certain nombre d'éléments avant que la cour d'assises les examine. Ça me dérange. Pour le reste, j'ai souligné le grand intérêt que les Français portaient à la médiatisation. Je souhaite que la justice soit filmée. Pas dans n'importe quelle condition, évidemment. Et je prendrai en considération ces éléments de chronologie que je vous livre. Quand est-ce qu'on verra pour la première fois des procès filmés dans notre pays ? Écoutez, je suis en train d'y travailler. Avant l'élection présidentielle tout de même ou pas ? J'espère, oui. J'espère. J'espère bien sûr que pouvoir en discuter au Parlement, évidemment, et pardonnez-moi, et présenter un projet de loi. Mais à quelle limite ? Ça veut dire que tous les procès, sauf ceux qui tombent sous le coup du huis clos, seraient sujets à être diffusés ? Je travaille beaucoup sur cette question. Je n'ai pas encore rendu mes arbitrages. Mais ça intéresse les Français. Il est important qu'on voit comment la justice est rendue, parce que je rappelle que la justice est rendue au nom du peuple français. Il y a des petites choses pour lesquelles il faut être attentif. Par exemple... Juste, pardon, est-ce que vous pensez, pour peut-être continuer ce que vous dites à l'instant même, est-ce que vous pensez qu'il faut isoler les jurys de cour d'assises, par exemple ? Non. D'abord, je pense que c'est impossible. Les médias, l'Internet, tout ça. Non, on n'est pas dans la culture américaine de ce point de vue. Mais je pense en revanche, par exemple, que le témoin A ne doit pas forcément savoir ce qu'a dit le témoin B. Donc peut-être un différé et une diffusion en différé pour ne pas qu'il y ait ces interférences. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la loi d'ailleurs, les témoins sont enfermés dans la salle des témoins pour ne pas qu'ils soient parasités par ce qui se dit à l'audience. Alors vous me direz, il y a déjà les tweets, donc tout ça, ça mérite un examen sérieux, attentif, minutieux, mais je sais à peu près où je vais. Les derniers arbitrages ne sont pas encore rendus, mais je souhaite que les Français voient comment fonctionne leur justice. Début d'année ? C'est pour moi la moindre des choses. En début d'année ?
Hein, En début d'année, je pense qu'on aura beaucoup progressé. Les services sont sous tension, si j'ose dire, et travaillent beaucoup sur ces questions, sur celle-là et sur bien d'autres. Alors, en parlant de tension dans le monde de la justice, évidemment, ce n'est nouveau pour personne qu'il y a un engorgement des tribunaux, que les décisions sont parfois trop longues à rendre. Ce qui n'arrange rien, c'est le contexte que nous connaissons, contexte sanitaire. Ma question est simple. Dans quelle mesure est-ce que ces consignes de sécurité, le contexte que nous connaissons, alourdit encore et pénalise la justice aujourd'hui en France? C'est une façon curieuse de me poser la question. Pourquoi? Je vais vous le dire. Premier confinement, la justice s'est arrêtée. Ça ne vous a pas échappé. Ouais. Bien. Et les avocats disaient, mais c'est une catastrophe, et c'est une catastrophe économique. J'ai d'ailleurs mêlé ma voix d'avocat de l'époque à la leur. Bien. J'ai tout fait pour que la justice continue aujourd'hui. Et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est rendre hommage à la justice que de dire à quel point elle est essentielle. Et vous savez que ce mot a été fréquemment utilisé. Deuxièmement, il y a des Français qui attendent qui sa décision de divorce, qui la décision devant le Conseil des prud'hommes, etc. Donc, retarder les choses, catastrophe. Je vous le dis tout de suite, j'ai fait ça contre les syndicats de magistrats, qui voulaient que ça s'arrête. Moi, je voulais que ça continue. Et tout a continué. J'ai pensé aussi, bien sûr, aux détenus qui n'ont pas été privés du droit de voir leur famille. Bon. On a fait tous ces efforts. Et j'ai pris un certain nombre d'ordonnances, dont l'une, vous le savez, est aujourd'hui critiquée et âprement critiquée. Pas seulement par les magistrats, par les avocats aussi. Par les avocats. C'est celle que vous avez prise, qui a été validée mercredi, et qui permet l'usage de la visioconférence dans les juridictions pénales. Ah non, ça mérite... Et ça, certains de vos anciens confrères, des magistrats aussi, considèrent que c'est indigne. Alors, présenté Il faut comme expliquer. ça... Alors, attendez, présenté comme ça... on va le nuancer, le propos, parce qu'il mérite de l'être. Et parfois, les informations sortent sans la nuance nécessaire. D'abord, on va rappeler, mais c'est inutile peut-être, que nous sommes en période d'urgence sanitaire. D'accord? Ça implique les efforts de tout le monde. J'ai pris des ordonnances qui permettent, ça n'a rien d'obligatoire, en matière de cour d'assises, à ce que on puisse terminer les débats par visioconférence, c'est-à-dire dans une phase où l'accusé n'est plus susceptible de prendre la parole. Vous m'entendez bien? Il faut que l'accusé, bien sûr, ait le droit de se défendre, qu'il réponde aux questions des parties civiles, du président, de ses propres avocats. On est ici dans une situation, et c'est la seule qui est envisagée, en matière criminelle, où Covidé ou cas contact, l'accusé peut rester en cellule et suivre les plaidoiries des parties civiles, le réquisitoire de l'avocat général, là où les plaidoiries de son ou de ses avocats, ce qu'il ferait dans le box, mais sans pouvoir intervenir. C'est quand même pas la même chose. Donc pour le procès Charlie, soyons concrets, est-ce que ça s'applique? Bien sûr que ça s'applique. Mais cette ordonnance, je vais le dire, n'est pas contraignante. Le président de la cour d'assises peut toujours, s'il le souhaite, renvoyer l'affaire. Qu'est-ce qu'on fera si on renvoie l'affaire? Mon ministère se tiendra prêt pour un nouveau procès, où reviendront toutes les victimes, avec la souffrance que ça peut générer. Il faut recommencer du début. Ah ben oui, il faut recommencer du début. Avec sans doute des accusés, je le dis, qui seront libres. Il faudra peut-être pour certains assumer les responsabilités. Et moi je vais vous dire, les avocats qui ont signé, j'en connais un certain nombre. Certains, je les ai appelés, je leur ai dit, mais vous êtes bien gentils, mais qu'est-ce qu'il y a comme solution? Qu'est-ce qu'il y a comme mesure que le ministre aurait pu prendre? Moi je suis aux responsabilités, je n'ai pas de réponse. Il y a même de mes anciens confrères qui m'ont dit, ah mais moi je signe par solidarité, à la belle affaire. Et puis il y a autre chose qui me chagrine. Écoutez, on dit l'ancien avocat a pensé, l'ancien avocat a dit, l'ancien avocat aurait fait. Je suis le seul à savoir ce que j'aurais fait, ce que je dis et ce que je dirai. Et je ne suis pas le paillasson sur lequel on s'essuie. Les choses sont claires. Moi, je suis aujourd'hui ministre de la Justice. On attend que la justice tourne. Il faut savoir ce qu'on veut. Les mêmes avocats qui disaient mais non, c'est pas possible qu'elle s'arrête, aujourd'hui me font un procès liberticide. Enfin, je suis le liberticide de service. Je le redis, c'est à la main du président de la cour d'assises qu'on aille voir le président, qu'on discute avec lui. C'est lui qui a la police de l'audience
Moi, j'ai simplement permis qu'un homme suive de la prison des débats qu'il aurait pu suivre du boxe, et ce sont des débats dans lesquels il est passif. Éric Dupond-Moretti, je voudrais faire un petit détour rapide, mais néanmoins important, sur la justice commerciale. On parle beaucoup de faillite. On dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, une fois qu'ils ne pourront plus toucher les subventions de l'État, le plan de soutien, voire encore le plan de relance, vont mettre la clé sous la porte. Comment vous allez faire, puisque ça dépend de vous, du garde des Sceaux, comment est-ce que vous allez faire pour que les tribunaux de commerce ne soient pas complètement engorgés et qu'il y ait des décisions qui soient extrêmement douloureuses et pénalisantes? Vous avez raison de rappeler que c'est dans mon périmètre pour absolument. Le coup. Donc je vais répondre à votre question, bien sûr. D'abord, vous devez savoir qu'on a la moitié moins de procédures collectives en ce moment que l'année dernière. Du 1er janvier, vous le savez, vous êtes une spécialiste, du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, on compare avec 1er janvier 2020, 30 septembre 2020, il y a la moitié moins de procédures collectives. Pour autant, et ça, pardon, je le répète ici, on le doit aux mesures gouvernementales qui ont été prises. Un morceau avalé n'a parfois plus de saveur, mais tout de même. Mais il y aura, et on le sait, bien sûr, des difficultés. Et je souhaite les anticiper de deux façons. D'abord, j'ai lancé une commission qui est composée de spécialistes, de grands spécialistes du monde économique, pour justement anticiper cette vague à laquelle on s'attend et pour que, bien sûr, la justice commerciale ou le tribunal judiciaire pour les agriculteurs soit au chevet des entrepreneurs. Et puis, deuxièmement, j'ai souhaité développer quelque chose que vous connaissez très très bien et le faire connaître encore, c'est toutes les dispositions en amont de la procédure collective qui font que l'on peut obtenir du tribunal de commerce des aides. Les entrepreneurs n'y vont pas, les petits entrepreneurs, parce qu'ils ne connaissent pas ces mesures. Il y a la conciliation, il y a le mandataire ad hoc, et tout ça, je suis ravi de pouvoir le dire à cet instant, se fait sous la confidentialité la plus absolue. Il faut que vous sachiez que ce sont des drames humains, économiques, bien sûr, avec des chômeurs, mais des drames humains. Des entrepreneurs qui n'osent pas franchir la porte du tribunal de commerce parce qu'ils pensent que c'est la fin de leur entreprise. Et puis qui ont honte parfois de le faire. Et toutes ces mesures, je souhaite les mettre en valeur, je souhaite qu'elles soient davantage connues et bien sûr davantage utilisées. Ce matin, dans le journal du dimanche, Éric Dupond-Moretti, interview croisée avec Barbara Pompili, votre consoeur au gouvernement, vous annoncez souhaiter créer un délit général de pollution et un délit de mise en danger de l'environnement. On va essayer d'être concret. Oui. Ça vise quoi? On risque quoi? Et pourquoi c'est un délit et pas un crime? Alors, d'abord, vous connaissez la Convention citoyenne qui appelait de ses voeux la création d'un crime. Mais la même commission citoyenne, dans sa sagesse, a demandé à une commission légistique de regarder ce projet, au fond. Et la commission légistique a dit on ne peut pas aller sur le crime, c'est disproportionné. On a donc créé deux infractions sur lesquelles, si vous voulez, je vais revenir, mais également les outils pour les mettre en œuvre. Et je voudrais vous donner un exemple très précis, parce que je pense que parfois, un exemple parle mieux que de longs discours. Des silos sont nettoyés dans un fleuve. Pourquoi l'entrepreneur fait-il cela? Pourquoi le pollueur fait-il cela? Ben, tout simplement parce que ça coûte moins cher que de faire venir des entreprises spécialisées pour nettoyer. Nous avons notamment prévu une amende qui va multiplier par 10 le bénéfice escompté par le pollueur. C'est-à-dire qu'avant, c'est « je pollue, je ne paye pas ». Aujourd'hui, c'est « je pollue, je paierai 10 fois le bénéfice que j'escomptais ». Et nous avons mis un certain nombre d'outils, là encore, à disposition de la transition écologique pour que ces textes soient appliqués. Juridiction spécialisée dans toutes les cours d'appel et statut de l'officier de police judiciaire pour des agents de la biodiversité. Essayons justement de continuer à être concret, parce que de prime abord, on peut ne pas voir clairement la différence entre un délit général de pollution et un délit de mise en danger de l'environnement. Quelle est la différence? Comment vous le caractérisez? Le délit de pollution, la pollution est arrivée. D'accord. Pollution de l'eau, pollution du sol et pollution de l'air, ce qui est une véritable avancée, et les services ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc ça, c'est de la flagrance, c'est une constatation, on Absolument. A vu, on sanctionne. Et ensuite, il peut y avoir des gradations dans ces pollutions. Certaines, c'est de la négligence, d'autres, c'est intentionnel. Et il y a toute une gradation selon l'intentionnalité
et la volonté de polluer. Ensuite, la mise en danger, c'est je ne fais pas ce qu'il faut. Vous voyez, je dois stocker tel type de produit dans tel type de container. Et là encore, pour faire des économies, je ne prends pas les bons containers, je prends des containers qui coûtent moins cher. Potentiellement, je me mets en danger, mais la pollution n'est pas intervenue, mais elle est susceptible d'intervenir. C'est clair. Alors, s'ouvre demain un procès très attendu, le procès dit des écoutes, celui de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence. Vos fadettes, lorsque vous étiez avocat, Éric Dupond-Moretti, ont été épluchés dans le cadre de cette affaire et vous avez déclenché une enquête à l'encontre de 3 juges du parquet national financier. Est-ce qu'on peut savoir où en est cette enquête? Non, attendez, j'ai déposé une plainte quand j'étais avocat. Oui. Elle a été classée sans suite. Moi, j'estimais à l'époque que ma vie privée, on y allait de façon intrusive, disproportionnée et illégale. Je disais également, en regardant mes fadettes, on sait quels sont les clients qui m'ont appelé, quels sont les clients que j'ai pu appeler. J'avais été géolocalisé. Cette enquête a été classée sans suite. Je n'ai rien à en dire. Ensuite, il y a tout un autre volet et une inspection qui avait été ordonnée non pas par moi, mais par Madame Belloubet, qui s'était dit d'ailleurs choquée par ces procédés. Je me suis engagé à rendre cela public, vous le savez, j'ai rendu cela public. Le service de déontologie de la chancellerie m'a suggéré, ce que d'ailleurs je n'avais jamais dit jusqu'à présent, m'a suggéré d'aller vers une enquête administrative. J'ai signé cette enquête. Tout le monde a poussé des cris d'orfraie pour dire que c'était le conflit d'intérêts. On a déposé contre moi une plainte. Des hauts magistrats ont écrit ça dans une tribune du Monde. Résultat des courses, quand même, et pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, la haute autorité pour la transparence de la vie publique a dit qu'il n'y avait strictement aucun conflit d'intérêts. Et qu'en faisant ce que j'ai fait, c'est-à-dire en transférant tout cela auprès du Premier ministre, il n'y avait donc aucun risque de conflit d'intérêts. Et tous les mots sont importants, parce que risque, ça signifie qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêts. Je n'attends pas d'excuses de la part des médias qui se sont régalés avec cette histoire, pas davantage des magistrats qui ont dit que j'étais dans le conflit d'intérêts. Mais moi, voyez-vous, c'est clair, c'est net et c'est précis. Alors justement, je redis ici, pardonnez-moi, laissez-moi terminer, que je n'ai jamais été dans le conflit d'intérêts. Voilà. Tout ce que vous venez de dire, c'est factuel. Je voudrais vous interroger sur ce que vous venez de dire précisément, s'il vous plaît. Vous avez parlé du transfert d'un certain nombre de prérogatives vers le Premier ministre, vers Jean Castex, à travers un décret qui a été signé le 23 octobre, qui est paru le lendemain au journal officiel. Pardon, tout ça est un peu technique et on va essayer d'être simple, mais on va essayer, on est d'accord que les prérogatives du garde des Sceaux, du ministre de la Justice, sont écrites dans la loi organique et dans la Constitution. Peut-on aussi simplement transférer, c'est ma première question, une partie de vos prérogatives à Matignon qui sont garanties par la loi organique et par la Constitution? La réponse est oui. La réponse est oui. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui souhaitaient que je transfère ça au Premier ministre sont ceux, pour certains d'entre eux d'ailleurs, qui disent aujourd'hui que ce ne serait pas constitutionnel. Ben oui, c'est parfaitement constitutionnel. Et d'ailleurs, je vous redis, quelle est l'analyse de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et à ce propos, je voudrais vous dire une petite chose là. Il y a une fake news insupportable, insidieuse, qui circule selon laquelle je n'aurais pas fait les déclarations que je devais faire devant la haute autorité. Absolument. La fachosphère s'est emparée de tout ça, vous voyez, comme d'habitude. Et alors on le fait de façon insidieuse, on dit « à quand la déclaration ?» Alors à ceux-là, ils sont à peu près 3000, je leur dis « allez donc sur le site de la haute autorité et vous verrez que ma déclaration a été faite en temps et en heure. » Voilà. Éric Dupond-Moretti, pardon, je voudrais revenir un instant sur ce décret du 23 octobre et sur les affaires. Donc, pour rappeler les choses, évidemment, vous étiez avocat. Oui. Donc, vous avez transmis une liste de dossiers, de clients, à laquelle, en tout cas, ces dossiers-là, vous n'avez plus le droit d'y être intéressé de près ou de loin. Oui. Il y a a priori des exceptions. Si ces cas soulèvent une question de droit nouvel, si ces cas mettent en cause le fonctionnement du service public ou de la justice, ou s'il y a une dimension de politique étrangère, une dimension internationale. C'est possible. Est-ce que vous savez aujourd'hui si des cas sont concernés par ces exceptions? Mais non, et si oui, combien il y en a? Je ne peux pas faire plus que ça. D'abord, c'est la première fois que ça a été fait. Vous voyez. Deuxièmement, c'est clair, net et précis.
on a la liste des dossiers dans lesquels je suis intervenu. Oui, mais il y a des exceptions que je viens de citer. Non, non, je ne sais pas comment vous interprétez les choses. J'ai donné une liste des dossiers. Il n'y a pas d'interprétation, ce sont des faits, c'est le texte du décret. Mais monsieur, vous compliquez tout, pardon de vous le dire. Alors, vous avez bien fait de dire que c'était simple parce que vous êtes en train de tout compliquer. J'ai donné la liste des dossiers que j'ai eu à connaître quand j'étais avocat. Voilà. Ces dossiers-là, je n'aurais plus à en connaître dans le cadre de ce qu'on appelle les remontées d'informations. C'est clair, c'est net, c'est précis. J'ai transmis la main. Tout ça est parfaitement clair. Et la haute autorité, pardon de vous le dire, s'est penchée sur cette question et elle dit ce que je vous ai dit. J'entends ça, il n'y a pas de question. Je vous dis juste les exceptions comprises dans ce cadre-là. Donc vous me dites ce soir, aujourd'hui, il n'y a pas d'exception. Monsieur, dois-je vous redire, c'est extraordinaire comme on préfère parfois le buzz et le rouge qui tâchent à la vérité. C'est absolument l'inverse. Excusez-moi, Éric Dupond-Moretti, c'est l'inverse. C'est absolument l'inverse du buzz. C'est le contenu précis d'un texte. Mais on est dans tout sauf dans du buzz. On est dans un contenu précis. Je suis en train de vous dire, monsieur, je ne sais pas comment je peux le faire. Pardonnez-moi, et je ne veux surtout pas m'énerver, on me le reprocherait, que la haute autorité a eu connaissance des deux aspects qui étaient l'objet, selon certains, même dans une tribune, dans un grand journal du soir, de soi-disant conflit d'intérêts. De quoi était-il question? Il était question de la plainte que j'avais déposée quand j'étais avocat et des dossiers que j'ai eu à connaître quand j'étais avocat. Le système dont vous parlez équivaudrait à ce que plus jamais un avocat ne soit garde des Sceaux, ce qui ferait sans doute plaisir à certains. Mais vous voyez, les deux aspects ont été communiqués dans leur intégralité à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui a demandé un certain nombre de documents, un certain nombre de précisions que je ne vais pas vous fournir ici. Et puis, elle a dit ce qu'elle devait dire. Donc Éric pour moi... Dupond-Moretti, je reviens à ce qui va se passer demain. C'est tout de même pas anodin. Un ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, va devoir se présenter devant ses juges. Le procès a de grandes chances tout de même d'être repoussé pour les raisons de santé qui concernent M. Azibert. J'ai une question à vous poser. D'abord, est-ce que ça dit quelque chose de notre justice? Première question. Et seconde question, finalement, tout le monde est justiciable, je vous pose la question. Et deuxième aspect, Nicolas Sarkozy, sur BFM TV, c'était avec Routel Krief il y a une dizaine de jours, a mené une charge très lourde contre le juge Tournaire. Quasiment à demi-mot, a demandé à ce que le juge Tournaire lui-même fasse l'objet d'une enquête. Pouvez-vous répondre sur ces deux points, Éric Dupond-Moretti? Oui, bien sûr que je peux vous répondre. Je peux vous répondre que je ne peux pas vous répondre, pour des raisons qui tiennent à la Constitution. Le député Jacob, je ne sais pas si vous avez vu ça, m'a posé la question. Il aurait souhaité que je dise je ne sais quoi. Bon, ben c'est très clair. C'est une affaire qui est en cours. Le garde des Sceaux ne peut pas intervenir dans les affaires en cours, quels qu'en soient les protagonistes. Voyez-vous, si M. Sarkozy estime que le juge Tournaire s'est mal tenu, il fera les recours qu'il estime devoir faire. Et le garde des Sceaux n'en dira rien. Voyez-vous? Et le symbole? Pardonnez-moi, si M. Takedine estime que le juge Tournaire a fait ce qu'il ne fallait pas faire, qu'il fasse ce qu'il doit faire lui aussi. Et M. Tournaire peut aussi, s'il le souhaite, déposer une plainte en estimant avoir été diffamé. Le garde des Sceaux ne peut pas intervenir dans une affaire en cours, monsieur, quel qu'en soit le ou les protagonistes. Et s'il le faisait, il violerait un certain nombre de règles qui s'appellent la séparation des pouvoirs. Alors justement, pardon, à ce sujet, sur la Constitution. Sur la séparation des pouvoirs, une information ce matin qui m'a interpellé. Emmanuel Macron appelle 2 parlementaires auprès de lui comme conseillers politiques. L'eurodéputé Stéphane Séjourné, le député Thierry Solaire. Alors ils vont être bénévoles, mais ils auront un bureau. Là, on parle de séparation des pouvoirs. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous avez un commentaire sur ces nominations, le fait que des parlementaires soient appelés auprès du président de la République pour le Mais quel rapport avec la séparation des pouvoirs? Je vous prie de m'excuser. Vous pensez que le président de la République ne travaille pas avec des parlementaires? Mais je travaille, moi, avec des parlementaires. Je travaille avec Mme Braun-Pivet pour la préparation de la proposition de loi qui renforce les mesures contre. Et que vous travaillez avec elle en tant que. Éric Dupond-Moretti, j'entends ce que vous dites, mais le fait que vous travaillez, que vous échangez avec une parlementaire dans le cadre de ses fonctions parlementaires, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Ce n'est pas la même chose que de nommer quelqu'un conseiller politique. Non, mais vous avez besoin de faux procès en permanence. Non, pardon, je suis désolé, écoutez, c'est capital. Je vais suggérer au chef de l'État. Capital. Non, c'est pas capital. Si. Non. Ça dit quelque chose du monde politique. Non, ça dit quelque chose de ce que vous voulez. Ça dit ce que vous voulez en dire. Pardonnez-moi. Je suis suffisamment libre de parole, voyez-vous, pour dire les choses comme je le pense. Qu'avez-vous à dire au fait que le garde des Sceaux puisse s'entourer de parlementaires pour le conseiller? Mais vous savez que le Parlement et l'exécutif peuvent se concerter
Où est le problème? Vous en faites une espèce de truc, comme si... Non mais écoutez, vous savez ce que je vais suggérer au président de la République? C'est de venir ici. Qu'il vous consulte. C'est très gentil, ce serait un peu trop, je pense. Pour que vous lui disiez... Mais non, monsieur. Non, mais alors, juste, excusez-moi. Attendez. Par souci de clarification, Éric Dupond-Moretti, vous ne voyez pas de différence entre travailler avec des parlementaires qui sont parlementaires, qui viennent en tant que parlementaires, et le fait que des parlementaires soient nommés conseillers politiques. Pour vous, il n'y a pas de différence? Non, pour moi, il n'y a pas de différence. Non, mais c'est clair, au moins c'est clair. Et je vais vous dire... Alors, quand vous le dites, en plus, vous prenez une espèce d'air mystérieux, comme si c'était interdit, prohibé. Si, monsieur. Et vous accréditez l'idée que... Voilà. Alors moi, je vous dis... Je vais voir le président de la République, je le vois régulièrement, et je vais lui suggérer de vous demander à vous... mais qu'il vienne en parler avec nous. De qui il doit s'entourer, voilà. Et qu'il vienne en parler avec nous, à la limite. Voilà. Vous pouvez lui suggérer ça. Qu'il vienne dans cette émission. Et s'il demandait à un journaliste, voyez-vous, d'être conseiller, vous diriez la liberté de la presse... Vous voyez, on n'arrête plus avec ça. Du tout. Monsieur, c'est à cause de raisonnements comme cela que la parole politique est dénaturée. Je ne suis pas sûr. Moi, je vais vous le dire. On peut en parler, oui, longuement, ouais. Merci Éric Dupond-Moretti d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup Edwige, merci David. À dimanche. Merci. Thomas Misraki, c'est à vous avec tout de suite affaire suivante.